comme une évidence pour bien sûr les plus grands. Donc aujourd'hui nous allons voir plutôt axer une conférence sur tout qui touche notre enfance, le propre de notre enfance, c'est-à-dire le jeu, apprendre à jouer, être bien dans son élément au jeu, et peut-être que même en grandissant en tant qu'adulte, souvent on masque un peu ces moments où on aimait jouer quand on était petit, et quand on devient adulte parfois on devient un peu trop sérieux et du coup on ne joue plus forcément. Donc on va voir aujourd'hui justement quelle est la place du jeu dans la petite enfance, et puis nous verrons avec notre intervenante justement les 10 clés pour se mettre à la parentalité ludique, même si nous justement on n'aime pas forcément jouer. Alors, il y a des parents qui aiment toujours jouer, puis il y a des parents qui en grandissant comme je disais coupent un peu leur monde d'enfant et n'aiment plus forcément jouer. Donc voir comment on peut retrouver ça et comment on peut aider justement nos enfants à mieux jouer et être vraiment dans une relation ludique. Alors du coup pour nous parler de tout ça, j'accueille aujourd'hui notre intervenante, donc Violaine Gorge. Bonjour à toi Violaine. Bonjour Fabienne. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur ce sommet parce que c'est un vrai sujet, le jeu de la petite enfance. Et donc, on va voir avec toi ce que je disais, les 10 clés pour se mettre à la parentalité ludique. Et puis, quelle est la place du jeu dans la petite enfance. Tu vas nous parler aussi comment expérimenter des jeux simples avec nos enfants. Oui. Des jeux simples avec un peu ce qu'on a sous la main, en fait, pas forcément acheter des jeux. Alors, bien sûr, il y a des grandes boutiques où on trouve plein de jeux super intéressants, mais je dirais pourquoi aller mettre tant d'argent dans plein de jeux qu'on trouve en magasin, alors qu'on peut créer des petits jeux avec ce qu'on a chez soi. Donc, donc on va voir ça, puis on verra un petit temps de jeu aussi en direct. Yes. Alors écoute, je vais d'abord commencer par te demander à toi, comme à tous les intervenants, quel a été ton héros, ta héroïne de bande dessinée ou de dessin animé ou de conte qui t'a vraiment marqué dans ta petite enfance et qui t'a peut-être stimulé, donné des ailes. Oui, alors quand tu m'avais posé la question là, de savoir quel est le héros de dessin animé de laquelle je me pouvais m'identifier, je disais que c'était difficile pour moi parce que j'avais pas la télé quand j'étais petite. Ouais. Et donc moi, ce qui m'était venu là, c'était le royaume, mais c'est pas tant le héros, c'est vraiment la musique de la BO qui était, j'adore ces chants là, l'histoire de la vie, Hakuna Matata, voilà. Donc voilà, c'était plutôt les BO, et puis d'un coup, ce qui m'est apparu, c'est Mary Poppins. Mary Poppins, en fait, c'était un des premiers films que j'ai vu petite, mais donc comme je disais, c'était assez tard. Et alors Mary Poppins, j'aime bien m'identifier quelque part à ce personnage parce que Mary Poppins c'est une nounou, elle est à la fois bienveillante et elle pose le cadre par contre. Donc et il y a ce côté magie et puis ce grand sac de Mary Poppins où elle sort tout plein d'affaires. Moi je suis un petit peu comme ça, je balade toujours avec un grand sac et c'est vrai qu'aujourd'hui j'aime bien dégainer des petits jeux, des petites cartes, des petites astuces et donc je dégaine tout ça de mon sac ou de ma tête, mais en tout cas voilà. Donc j'aime bien cette image de Mary Poppins. Voilà. Parfait, ça correspond bien. Ok. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter un petit peu, que tu me dises qui tu es, ce que tu fais, et puis après on démarre la conférence. Merci, oui. Donc, moi, je suis donc Violaine Gorge. Je suis maman de 2 enfants, de 10 et 6 ans. Et puis, j'ai une carrière d'animatrice socio-culturelle. Depuis 20 ans, pendant 20 ans, j'étais dans l'animation. Et durant 9 ans, j'étais responsable dans un centre social dans un quartier populaire de Bordeaux. Donc, j'étais responsable enfance, donc plutôt sur le secteur 6-12 ans. Donc, c'est vrai qu'en tant que quartier populaire, j'ai été amenée à accompagner des familles en difficulté sociale, culturelle, financière. Et voilà, et c'est que le côté prévention de la violence, etc., c'était un contexte assez particulier. Mais bon, voilà, j'adorais ce que je faisais. Donc forcément, le jeu fait partie de mon métier déjà à la base. Et puis donc j'étais une pro de l'enfance, on va dire, en tant qu'animatrice. Mais un jour, en 2009, je suis devenue maman pour la première fois. Et là, comment te dire que tous mes préceptes de l'éducation, tels que je les voyais, se sont un peu effondrés, il faut l'avouer. C'est souvent le cas. Ouais. En fait, tout ce qui pouvait fonctionner avec 30 enfants, dans un quartier populaire, toutes les difficultés qu'on a, c'est pourquoi ça ne marchait pas avec ma propre fille. Voilà. Et donc là, j'ai une grosse remise en question. Et puis, il y a 3 ans et demi, j'ai découvert tout ce qui est l'éducation positive, les neurosciences, la communication non violente. Et je me suis commencé, même la méthode Montessori, tout ça, j'ai commencé à engendrer, à me gaver presque de littérature, de conférences. Et puis, finalement, j'ai quitté mon travail et puis aujourd'hui je voulais dire d'abord qu'effectivement il y a un livre qui m'a bouleversé. Le premier, c'est celui-là, Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filiosa. Ouais. En fait, c'est le premier livre d'éducation positive que j'ai lu. Au départ, je le lisais pour comprendre ma fille, on va dire. Et puis en me disant, non, mon métier d'animatrice, ça va m'aider. Et il s'est avéré que je me suis mise à pleurer en lisant ce livre parce que finalement j'ai été à la rencontre de ma propre fille intérieure, ma petite fille intérieure qui s'est mise à pleurer et je me suis dit, mais non, en fait, ça part de moi, là, la petite fille qu'on n'a pas écouté ses émotions, on m'a pas donné l'occasion de les exprimer, et voilà. Et voilà, j'ai vu mes blessures d'enfance. Et c'est à partir de cela que j'ai continué à creuser et sur l'éducation positive et tout ce qui est développement personnel aussi. Donc voilà. Donc à partir de là, comme je disais, j'ai lu, je me suis formée aussi à l'éducation positive avec Fabrice Masniche, avec la communication non violente. Et puis donc aujourd'hui, je blogue sur la parentalité ludique et l'éducation positive avec le blog 365 jeanfamille.com et j'anime des ateliers, des conférences autour de ce sujet-là. Parce que pour moi, le jeu est un des outils de l'éducation positive à part entière. Et puis voilà, j'accompagne des parents qui ont des enfants âgés plutôt entre 5 et 10 ans. Non, je dis pas 5 ans, c'est 3 ans et 10 ans. Et qui ont des vies surbookées et puis qui aimeraient prendre ce temps avec ses enfants pour jouer ou pour être en relation, mais qui ne savent pas comment faire. Et donc, moi, je les accompagne avec des outils simples et des petites, des apports sur toute cette notion d'éducation positive. Voilà. Ok, alors dis-nous du coup, le jeu en soi, qu'est-ce que ça peut apporter pour la relation par enfant? Alors justement, je vais en parler dans le déroulé de ma conférence, si tu veux bien.
Bien sûr. On va voir ça juste après. Oui, jeu après jeu, l'enfant devient jeu de Arnaud Casagne. J'adore cette citation parce que c'est vrai que c'est par le jeu, grâce au jeu, que l'enfant il se construit. Et donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc aujourd'hui, dans cette conférence, on va voir, je vais essayer de vous donner donc, des éléments concrets, un peu théoriques sur le jeu et son importance dans l'éducation. Je vais vous partager mes 10 clés pour une parentalité ludique réussie. Et je vais tenter de vous donner l'envie de jouer, même si vous avez du mal au départ. Donc, effectivement, en tant qu'adulte, comme tu disais au départ, il y en a qui continuent à aimer jouer, puis il y en a qui ne jouent plus parce que ils considèrent que le jeu, c'est une activité de l'enfant et que eux-mêmes, ils n'ont plus à jouer. Mais il y a aussi, c'est au-delà de ça, c'est qu'en fait, ils ne savent pas forcément comment jouer ou à quoi jouer. Souvent, les parents qui me disent ça, ouais, mais je veux bien, mais franchement, j'ai pas d'idée. Enfin voilà, je sais pas comment faire. Et voilà. Et il y a le côté aussi lâcher prise en tant qu'adulte, ça soit sérieux. Voilà, on a un peu de être sérieux, montrer l'exemple. Hein. Et du coup, on se dit que on relègue ça au monde de l'enfance et que tout ça, de jouer, c'est pas très sérieux. Et donc, le jeu, il est vu parfois oui, ça appartient à l'enfant et que c'est aussi un moyen de dépannage pour les adultes de se dire, moi, pendant que je vais préparer à manger, faire les lessives et ce que j'ai à faire, parce que j'ai plein de choses à faire, imagine pas tout ce que j'ai à faire, et je suis contente que mon enfant, il joue à côté. Et ça, c'est, voilà, on le laisse à part et puis faire sa vie, en gros. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple pour les adultes de jouer. Or, la réussite d'une personne est déterminée par les jeux de son enfance. Parce que voilà, ce qu'on dit, c'est que l'idée là, l'enjeu là, ça va être d'aller retrouver cet enfant intérieur. Et le jeu est inné. Il est inné chez l'enfant. Pourquoi d'un coup, on bascule de l'autre côté, du côté obscur, et d'un coup, le jeu, ça ne fait plus partie de nous. Donc, moi, je vous invite à aller explorer un petit peu pourquoi, quels sont les freins, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie, plus l'idée de jouer avec ses enfants. Et donc, pour ça, je vous ai préparé un petit exercice. Et donc, je vais vous dire, là, on va le faire ensemble, mais je vais vous inviter à aller faire une pause dans cette vidéo et d'aller télécharger le petit document qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre vraiment ce papier et puis pouvoir le noter par écrit. C'est super important pour... J'insiste sur le fait de l'écrire parce que ça vient ancrer et on se pose avec le fait de d'écrire sur le papier, on se pose et puis ça va donner j'aime bien quand on fait aussi des bilans de dire on ne passe par écrit, ça passe par un autre circuit neuronal quand c'est écrit à la main. Est-ce que Fabienne, t'es OK pour jouer l'exercice avec moi? Bien sûr. Allons-y. Donc ouais, on va aller se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, quel était ton jeu préféré quand tu étais petite? Alors, mon jeu préféré à moi, c'était de jouer ou à la maîtresse d'école ou à l'infirmière. Je me souviens, je mettais toutes mes peluches ou mes poupées les unes à côté des autres sur mon lit et puis je leur faisais soit la classe, soit c'était aussi un moment où je soignais mes poupées, à leur mettre des pansements, à leur mettre du mercurochrome. T'es infirmière, toi, non? Aujourd'hui. Je suis pas maîtresse d'école. Voilà, j'ai choisi l'autre. D'accord. Ok. Ouais, donc en fait, tu jouais plus sur des jeux symboliques, plus toi. Hein. Ouais, enfin plutôt sur des jeux de mimétisme, quoi. Ok. Et alors du coup, tu jouais plutôt dehors ou plutôt dedans? Les deux. Je me revois vraiment faire les deux. Je me revois vraiment faire classe dans vers 5-6 ans, 5 ans, avec tous mes doudous sur le lit. Et puis plutôt avec mes poupées dehors pour les soins, pour tous ces soins. D'accord, ok. Alors avec quel partenaire privilégié, parents, frères, sœurs, copains, tu jouais plutôt? Alors souvent seule en fait. D'accord. Sinon avec ma sœur, qui a tout juste à peine un an de moins que moi. Et puis avec des amis, pas le chien, mais avec des amis. Donc du coup, voilà, ça m'arrivait aussi d'avoir des copines à la maison et de jouer avec des copines à la maison. Mais je ne me revois pas par contre jouer beaucoup avec mes parents. D'accord, ok. Justement, vos parents vous accordaient-ils beaucoup de temps de jeu ou est-ce qu'ils organisaient des activités ludiques ou des activités avec toi? Je n'ai pas trop de souvenirs quand même de jouer, peut-être à la balançoire. Voilà, mes parents me poussent sur la balançoire, mais autrement, pas de jeux de société, en tout cas pas de jeux. Avec mes grands-parents, oui. D'accord. Jeux de société, mais pas avec mes parents. D'accord. Alors justement, quand tes parents s'amusaient avec toi sur la balançoire, est-ce que tu pourrais ressentir quelle émotion là ça pouvait te procurer? En fait, d'être en contact, tous ensemble autour d'une activité un peu ludique, c'est agréable d'avoir la présence de toute la famille. Un moment agréable, je dirais. Ouais, et tu parles de connexion et voilà, de se sentir appartenir à une famille aussi. C'est un peu ça. C'est pas vraiment une émotion en soi. On peut dire c'était de la joie. C'est juste quelque chose de contenu. Voilà, d'être là, de sentir que la présence de la famille. Ok, sentiment d'appartenance. Ok, merci. Alors du coup, moi j'invite là, ceux qui nous écoutent, là maintenant, vous pouvez mettre la pause et faire votre propre exercice. Donc reprendre l'exercice, reprendre les questions que tu as posées et que chacun puisse noter les questions. Il est dans le PDF en fait. Dans le PDF que vous pouvez télécharger. Le PDF est juste en dessous de cette vidéo. J'ai mis le lien à télécharger, mais soit vous l'avez téléchargé avant et puis vous pouvez l'utiliser, soit moi je vous invite surtout à écouter la conférence et puis le télécharger après la conférence et de vous poser ces questions-là. Tout à fait. De poursuivre votre conférence. Tout à fait. Alors justement, quelle place donnons-nous aujourd'hui au jeu? Alors, donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec la société qui a évolué, déjà, on va dire peut-être moins de partenaires de jeu potentiels, peut-être, parce que du coup, on est sur des compositions de famille un peu réduites. Quoique, en disant ça, je suis en train de penser aux familles recomposées. Donc finalement, peut-être que du nombre de 1 à 2 enfants, peut-être que
sur certains cas, on peut finalement en avoir davantage. Mais l'idée, c'était de se dire, voilà, il y a moins d'enfants, donc moins de frères et sœurs, voilà, on a moins de partenaires de jeu, a priori. Le rythme qu'on a très évident de cette société toujours plus speed, qui du coup rime avec la productivité, la performance, et voilà, on relègue le jeu à une place moindre et on lui accorde pas de temps en disant, on a des choses beaucoup plus intéressantes, dans le sens où productives à faire. Donc, effectivement, le jeu voilà, a une dimension, a moins de place. Et avec cette idée aussi, aujourd'hui, les écrans, la place de l'écran, qui depuis des années là prend une place énorme et donc nous éloigne aussi du jeu simple. Et donc, du jeu simple, parce qu'en soi, est-ce qu'on peut considérer que jouer aux écrans, ça reste jouer? C'est des jeux différents, mais ça va pas engager les mêmes, comment dire, les mêmes compétences. On sait que on sait que dans la toute petite enfance, dans la petite enfance, le passer par le physique, la manipulation, les exercices de préhension, tout ça, tu peux pas le faire avec une tablette et qu'en fait, ça coupe le développement de l'enfant. Donc pour ça, voilà, il y a entre autres Céline Alvarez, par exemple, en parle bien, mais pas que. Voilà. Oui, ça coupe pas forcément de la créativité mentale, en tout cas la créativité manuelle, la créativité de tout ce qui est de se mouvoir, en fait, d'être dans la présence du corps. Dans le corps, on n'est pas dans le corps, mais et du coup aussi, mais même les interactions de la parole, dans le langage, dans la communication par enfant. Par exemple, je vois, c'est mon enfant, il est devant la télé, il m'entend plus, il peut plus m'entendre, il est hypnotisé complet. Et là, il n'y a plus personne, quoi. Voilà. Donc oui, c'est un vrai sujet, le sujet des écrans. Mais je crois que tu as... On en parle avec Nathalie de Boisbrier. Ce qui peut limiter aussi le jeu en famille, c'est l'urbanisation aujourd'hui. La circulation, elle est beaucoup plus dense qu'il y a 50 ans, 40 ans. Moi, je me souviens, à l'âge de 7-8 ans, mes parents me laissaient aller avec mon vélo dans le quartier, aller voir mes copains. Ils savaient même pas, il n'y avait pas de téléphone portable, ils savaient pas où j'étais, mais ils me laissaient plus volontiers. Voilà, j'étais plus libre, je pense, d'aller dans mon village retrouver mes copains. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a la route, il y a plus d'urbanisation, plus de routes, donc plus d'accidents potentiels. Donc de la route, et ce qui peut faire peur, du coup, peut-être aux parents de laisser leurs enfants, en fait. Et dans cette même peur, il y a les peurs des enlèvements, des prédateurs sexuels, mais tout ce que je pense, moi, c'est que c'est largement alimenté par les médias. C'est pas forcément une réalité, je suis pas sûre qu'il est plus qu'avant, c'est juste qu'on en parle plus. Mais du coup, avec tout ça, il y a un climat où on a l'impression qu'on doit protéger nos enfants. Et moi, je me demande si on n'est pas en train de les surprotéger. Par exemple, de même, j'allais dire, aller patouiller dans la terre, d'aller grimper aux arbres. Là, on est tout le temps là, attention, non, attention, c'est ça, attention, tu vas tomber. Et à quel moment, on va les encourager à aller explorer des choses qui sont normales pour un enfant, en fait. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que, justement, on parle de nature dans ce sommet, j'ai l'impression que nos enfants sont de plus en plus coupés de la nature, avec un grand N, et de leur nature profonde aussi, qui est d'aller explorer ce vaste monde et d'expérimenter. Ça, c'est d'être dans les expériences, oui. Tout à fait. Alors, on parle de jeu depuis tout à l'heure, mais alors, qu'est-ce que c'est que jouer? Qu'est-ce que c'est le jeu? Donc, le jeu, il vient du latin joctus, qui signifie plaisanterie, et ça a donné en anglais joke. Et donc, en fait, si on part de là, le jeu, il est indissociable du plaisir. Donc, la définition de Francine Ferland sur le jeu, c'est avant tout une attitude subjective où le plaisir, la curiosité, sens de l'humour et spontanéité se côtoient, qui se traduit par une conduite choisie librement et pour laquelle aucun rendement spécifique n'est attendu. Donc, en fait, pour moi, le jeu, c'est une posture avant tout. Et donc, quand je travaillais au centre social et que j'avais travaillé autour du jeu, j'avais posé la question aux parents et je leur avais dit, mais est-ce que vous jouez avec vos enfants? Et eux m'avaient dit, généralement, ils disent non, pour eux, le jeu, c'était jeu de société. Et puis, en partant de cette posture, je disais, non, mais en fait, voilà, quand on est dans la plaisanterie, quand on rigole, quand on est dans le plaisir, est-ce que ça vous arrive là? Ah, mais oui, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je danse. Voilà, des fois, avec mes filles, on se met à danser et tout. Et donc, je les rassurée. Cette maman, je lui dis, mais donc, ça, c'est bien du jeu, quoi. Et bon, et au fur et à mesure, de prendre conscience que finalement, c'est pas forcément les parties interminables de Monopoly et que juste des petits plaisirs simples de rigoler, ça fait partie du jeu. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous jouer, quoi, facilement. Ouais, c'était parce que aussi dans la langue française, le jeu correspond. Il y a deux termes différents. Il y a le jeu jouer et puis il y a le jeu l'objet. Et c'est vrai que si tu vois, tu disais le mot amusement, et du coup, le mot amusement fait qu'on se projette plus que dans le terme jeu, en fait. C'est vrai, parce que le jeu de société, effectivement, et alors que amusement, c'est effectivement, justement, c'est ce que tu disais. Donc, le jeu, c'est pas seulement le Monopoly. Donc, effectivement, il y a plusieurs types de jeux. Il y a le jeu libre, parce que toi, tu m'exprimais quand tu jouais avec tes poupées, à jouer à la maîtresse. Et puis, le jeu structuré, où on a des règles. Donc, ça va être les jeux de société, mais aussi les jeux de coopération, les jeux de couple. Voilà, il y a des règles, en fait. C'est pas forcément des jeux de société. Mais donc, jouer, c'est avant tout prendre du plaisir, rire, et c'est une posture. Et donc, c'est là où je dis que tout le monde est capable de jouer avec ses enfants. Mais alors, pourquoi on irait jouer avec ses enfants? La question. Et ouais, parce que la première raison, c'est pour créer une interaction riche et satisfaisante avec l'enfant. J'adore cette citation de Catherine Dubonnet-Crémer aussi. Si la vie était une vinaigrette, le jeu en serait probablement la moutarde. C'est un puissant liant. Donc, ce qu'on disait un peu tout à l'heure par rapport aux écrans qui peuvent empêcher ça, cette connexion forte. Et le jeu, il permet ça en fait. Alors le jeu aussi est important pour exprimer ses émotions. Le monde de l'enfant est un monde d'émotions intenses qui ne peuvent s'exprimer pleinement qu'à travers des jeux spontanés. Jouer guérit les blessures, libère les émotions et dissout les tensions. Le jeu apprend aux enfants qu'ils peuvent exprimer sans danger ce qu'ils ressentent. Donc, cette citation de Gary Landreth et Linda Omeyer, voilà, moi j'aime bien celle-ci aussi parce que le jeu permet d'expérimenter aussi sans danger. Quand on joue à la... Alors,
que je disais, à la fois on exprime les émotions, par exemple quand tu joues à l'infirmière, l'enfant aussi peut rejouer des scènes qui l'ont marqué pour aller dépasser cette peur. Par exemple, voilà, il va chez le médecin, il a un vaccin, il a eu la peur de la piqûre. Ben, c'est pas étonnant que vous allez voir votre enfant rejouer la scène avec sa poupée. Mais c'est une façon de pouvoir digérer, de pouvoir voilà, l'accepter. Et c'est hyper important en fait ces temps de jeu permettent vraiment de libérer les tensions. Et puis on expérimente d'autres choses en sachant qu'on est sécure. Je suis en train de penser là tous les jeux de bagarre, de pense t'es tué, etc., les pistolets. Mais en fait, c'est une façon à l'enfant de pouvoir d'exprimer peut-être cette violence et ces émotions fortes qu'il a au fond de lui. Mais c'est parce qu'il a l'occasion de le faire comme ça qu'il ne va pas le faire en vrai. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment pour moi, les jeux comme ça de guerre, ça peut faire peur à certains, mais c'est une façon vraiment de traverser ces émotions fortes. Voilà. Libérer en tout cas. Ouais. Donc le jeu, c'est aussi pour se découvrir mutuellement. Et alors, on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Alors cette citation de Platon, je l'ai vérifiée 20 fois. Mais alors il y a un épisode que j'aime bien raconter. C'est un jour avec ma fille, elle avait 6 ans, elle était en CP. Puis bon, comme tous les parents, alors c'était l'école, raconte-moi un peu. Là, rien. Ouais. Et donc c'est très difficile d'aller voir ce qui se passe. À l'école, les enfants, généralement, c'est leur monde et ils veulent pas leur parler. Ou voilà. Donc c'est difficile. Et donc là, ce jour-là, j'avais posé ma question, pas de réponse. Et puis elle me propose de jouer à la maîtresse. Alors je t'avoue que sur le coup, j'avais pas trop envie là. Ah, t'es sûr? Ok. Donc j'ai dit ok, allez, je prends sur moi et je vais jouer un peu avec elle. Et alors là, c'était une expérience vraiment fabuleuse parce que elle a joué le jeu de la maîtresse. Elle a joué la maîtresse, le rôle. Et là, j'ai l'impression d'avoir été la petite souris à l'intérieur de la classe. Parce qu'elle m'a rejoué les scènes qu'elle a l'habitude de voir. J'en ai appris sur les routines du matin. Comment ça se passait? J'en ai appris sur le langage de la maîtresse aussi. Voilà, j'ai dit, ah d'accord, c'est la vieille école, bon. Mais voilà, et elle prenait les tons, les intonations, et bien sûr, le déroulé de ce qui se passait à l'école. Et alors, ça a été la plus belle fenêtre, on va dire, sur ce qu'elle pouvait vivre à l'école. Et si je m'étais pas autorisée, je m'avais pas fait violence un peu en disant, bon, allez, je vois la maîtresse, d'accord, mais j'aurais jamais appris tout ça, en fait. Et vraiment, aujourd'hui, c'est une. Voilà, je renouvelle l'expérience quand je peux, parce que ça soit sur la maîtresse ou autre chose, en tout cas, voilà, on en sait beaucoup à travers le jeu. Oui, c'est ça, c'est mieux que de poser une question, c'est passer sur jouer en jeu de rôle en fait. Exactement. Alors ça c'est valable pour des enfants les plus jeunes. Ça marche bien pour les 3, 5, 3, 6 ans. Après, l'adolescence, c'est certain que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Mais effectivement, sur les 3-5 ans, tout ce qui est jeux d'imitation, d'imagination, ça fonctionne super bien. Et donc, pourquoi on va jouer avec son enfant encore? Parce qu'il y a plein de raisons, et on a déjà donné 3, mais c'est aussi, en tant qu'adulte, c'est un bon moyen pour réduire son stress. Parce que si on dit, allez hop, je me pose, là je suis avec mon enfant, je vais jouer avec lui, ben, voilà, on va essayer de peut-être concentrer un peu en mode slow life. Voilà, ok, je prends d'être en pleine conscience à ce moment-là, et si je m'autorise ce temps, eh bien, voilà, ça peut, on peut sentir mieux de ralentir notre rythme. Ouais, ça permet de faire aussi une fenêtre dans notre rythme journalier, pas de parents, mais en tout cas de professionnels, de mères actives. C'est ça, ouais. Et puis voilà, si on s'autorise ce temps-là de jeu, comme je l'ai dit juste avant, on sait tous les bienfaits que ça va apporter à l'enfant et à nous et à notre relation de parent-enfant, quoi. Et donc, une autre raison pour pouvoir jouer avec son enfant, c'est pour remplir son réservoir d'amour. Et donc, voilà, moi, j'aime bien me référer aux 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et là, c'est voilà, pour les adultes, c'est-à-dire pour le couple. Et là, il y a pour les enfants. Alors, je ne sais pas si. Je ne savais pas qu'il en avait fait un pour les enfants. Et oui. Je connais celui du couple, mais pas celui pour les enfants. Ouais, langage d'amour des enfants, les actes qui disent je t'aime. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est partir du fait que c'est comme une langue étrangère. Si tu parles chinois et moi français, on va peut-être pas bien se comprendre. Et donc, il faut partir du principe que dans le langage de manifester l'amour ou de recevoir l'amour, on n'a pas forcément les mêmes langages. Et que c'est important d'aller découvrir quel est le langage privilégié de notre enfant, de nos enfants, de notre conjoint, qui peuvent être tous différents. Donc, les 5, je vais les rappeler quand même pour ceux qui connaissent pas les 5 langages de l'amour, c'était les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus ou le toucher physique. Donc, peut-être que, voilà, pour certains, le langage privilégié, ce sera les cadeaux. Et voilà, si je vais me sentir aimée parce qu'on m'offre des cadeaux. Alors que d'autres, en fait, bon, c'est pas les cadeaux, ça fait plaisir, mais bon, c'est pas. Voilà, ce qui est important pour moi, et ben, c'est des moments de qualité. Et à ce moment-là, le temps qu'on prend pour jouer avec cet enfant qui aurait cet langage privilégié, et bien là, on est sûr qu'on remplit son langage d'amour. Et j'aime bien, voilà, dans le jeu, j'en vois au moins 3 langages qui peuvent être comblés grâce au jeu. C'est donc bien sûr les moments privilégiés. Mais il y a aussi le toucher physique. Et notamment, je pense aux jeux de contact physique comme le karaté chaussette, qui est un jeu que j'adore, j'en reparle un peu plus tard. Voilà. Et ben, ouais, ça, c'est des jeux où de chatouille, etc. Ça peut participer à remplir le réservoir d'amour et à montrer à son enfant qu'il aurait ce langage. Voilà. Je mettrai le lien du livre sous la conférence. Et moi, je dirais, je mettrai une petite parenthèse, mais c'est vraiment un livre moi, qui m'a beaucoup apporté justement par rapport à ces 5 langages, parce que c'est vrai qu'on attend souvent de l'autre qui nous donne ce que nous, on aimerait, je m'exprime mal, mais on donne souvent à l'autre ce que nous, on aimerait recevoir. Et c'est vrai que forcément, parmi les 5 langages, si vous avez un enfant qui aime justement le contact et que vous lui donnez plutôt des cadeaux, bah, votre enfant, il ne va pas considérer ça comme une preuve d'amour. Parce que lui, ce qu'il attend, c'est plutôt des moments de contact. Donc, je dirais que c'est important de connaître justement quel est son langage privilégié à votre enfant. Alors, on peut avoir tous les langages, hein, bien sûr, mais il y en a forcément un qui est privilégié. Et la même chose avec votre conjoint. C'est vraiment un livre à lire, ça existe en poche, hein, c'est vraiment intéressant. Les deux, c'est des poches. Quels que soient les enfants, c'est vrai qu'on peut donner à un enfant et vous allez donner la même chose à l'autre, sauf que l'autre, il n'a pas du tout le même langage. Et c'est important de prendre conscience de ça, d'aller voir quel est le langage, d'aller repérer quel est son langage, qui fait qu'il ressent de l'amour de votre part.
Pour jouer avec son enfant, eh bien, il y a aussi pour gagner du temps en changeant d'humeur et pour déjouer les conflits. Alors, ça peut paraître paradoxal de se dire, ok, alors je vais jouer et puis en fait, mais je vais perdre du temps, je vais gagner du temps. Je vais prendre du temps pour jouer et ça va m'en faire gagner. Et là, je mets ma main à couper sur ça. C'est que vraiment, on a tout à gagner à aller jouer et à changer de posture. Ça va nous en faire gagner, vraiment. J'en parle un peu plus tard, mais il y a des petits jeux qui permettent, au lieu de perdre un temps fou à dire vas-y, mais lève-toi, habille-toi, etc., il y a des petits trucs qui vont faire qu'on va basculer dans le jeu, et du coup, on sera plus zen, et deux, on aura gagné du temps. Mais ça, je vais donner des exemples tout à l'heure. Et bien, parce que aussi quand on joue et quand on rit, eh ben, c'est très bon pour la santé. Là, c'est l'animatrice yoga du rire qui parle. Le rire a de nombreux bienfaits sur la santé physique, psychologique. Il libère toutes les doses, les endorphines, la dopamine, l'ocytocine, sérotonine et tous ces hormones du bonheur. Et donc, quand on rit, quand on joue, quand on est en connexion, tout ça fait que c'est bon pour la santé. Alors pour autant, parfois, ça se passe pas forcément par le rire. Dans certains jeux de société, on peut aussi rentrer en conflit. Voilà, moi j'ai vécu, on peut aussi rentrer en conflit parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que fait l'autre, ou on a l'impression qu'il triche, ou ça permet d'exprimer en tout cas, d'exprimer certaines émotions. Et c'est pas forcément par le rire. Mais le but du jeu étant forcément d'avoir du plaisir, mais c'est aussi d'exprimer certaines émotions, et parfois effectivement le jeu passe par le fait d'exprimer de la colère. Oui, là effectivement je parlais plus de le jeu sans règles. Effectivement, tu me parles de jeux de société. Les jeux de société, effectivement, il y a la contrainte règle. Et effectivement, avec un jeu de société, on apprend un jeu à règle, on apprend d'autres choses qui rentrent en jeu. On apprend à respecter une règle. Effectivement, c'est pas toujours facile de perdre. Voilà, il y a d'autres mécanismes qui vont rentrer en jeu. Effectivement, ça peut réveiller de tension. Bien entendu. Alors, les 10 fameuses clés pour se mettre à la parentalité ludique. Est-ce que tu es prête? Ouais, c'est parti. Alors, la première chose pour se mettre à la parentalité ludique, on peut commencer la journée par des jeux. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, de danser, de mettre une petite musique le matin, ça change l'humeur, on y va, puis, voilà, juste ça peut changer l'humeur, et du coup, si on a besoin de démarrer la journée sur le bon pied, ça peut être une façon sympathique et sans besoin de rajouter du temps. Pareil, du coup, c'est une façon, si on fait des petits jeux, des petits câlins de chatouille dès le matin, voilà, c'est pareil, on va se réveiller en douceur, et puis on va se connecter, et puis voilà, c'est toujours dans la même idée que de commencer une bonne journée, quoi. C'est clair. Donc la deuxième clé, donc mettez-vous en scène. Donc les enfants, alors particulièrement les jeunes enfants, adorent tous les spectacles et tous les marionnettes, spectacles. Donc moi, je vais vous inviter à peut-être utiliser les jouets ou les doudous des enfants pour pouvoir les faire parler. À la place que ce soit le parent autoritaire, et si c'est la marionnette qui le dit, ça passe souvent beaucoup mieux. Moi, je vous présente Jeff, c'est ma marionnette. Jeff, il a son enfant Bidouille. Ah oui, c'est mignon. Voilà, Jeff et Bidouille, donc c'est mes marionnettes mascottes. Et bon, voilà. Donc ça, de ma formation, il la voit souvent, je joue avec. Mais avec les enfants, voilà, moi, j'utilisais pas mal aussi les doudous pour les faire parler. Si on va aller au bain, on va emmener le doudou ou la poupée, on va la laver. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer comme ça grâce aux mises en scène. Ouais. Comme les soins d'ailleurs, on utilise pas mal beaucoup à l'hôpital maintenant. Oui. Pour montrer les soins, on utilise les doudous pour montrer ce qu'on va faire à l'enfant. On le fait d'abord sur les peluches. Ouais. Oui, j'ai fait ça aussi, pareil, quand ils étaient petits, pour leur moucher le nez. Alors, attends, on va aller moucher le nez d'abord de doudou, tu vas voir, tout va bien se passer. Et du coup, quand on se met en scène, qu'on change aussi nos voix, qu'on devient un personnage, ça peut passer plus facilement pour faire passer un message avec nos enfants. Et puis, c'est vrai que quand on est dans cet état-là, de dire on est dans une mise en scène, dans un personnage, voilà, c'est aussi une façon de sortir un peu de notre quotidien et puis de se sentir bien, parce que quand on va surfer sur le rire, si on voit que notre enfant il rigole, on va en rajouter, et puis nous, ça va nous faire du bien aussi. Enfin, voilà, c'est dans le même genre, devenez Pierre Richard. C'est dans l'idée d'en faire des caisses, d'en faire des tonnes. Les enfants qui est Pierre Richard? De quoi? Qui est Pierre Richard? Pierre Richard, c'est un acteur français qui est maladroit, c'est un peu ça, c'est un peu l'idiot de service, quoi, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, c'est un gaffeur. Et donc, voilà, moi je dis que plus les enfants, ils adorent ça là, quand on fait l'idiot, qu'on fait les gaffes, on se prend les pieds dans le tapis. Voilà, donc c'est une façon très simple et rapide de pouvoir changer d'humeur comme ça, quoi. Hop là, d'un coup, tu sens que la colère elle monte là, et hop, une bonne respiration. Ok, et puis là, en fait, hop, je me prends les pieds dans le tapis, et puis bon, bref, voilà, on fait un peu le clown, quoi, mais ouais, du coup, il disait, on peut, je sais pas, on aurait un moment de dire, on aurait envie de dire des grosses, je sais pas comment dire, de crier sur son enfant et tout. Moi, si je le fais de façon baragouin, ça passera peut-être mieux. Et puis moi, mon état d'esprit, j'ai du boulot, mais même pas forcément si je pour l'engueuler, hein. Mais genre, à un moment, dans la conversation, je me mets pas comme ça, alors, et là, ton enfant qui peut peut-être te regarder un peu bizarre, là, comme je te ça interpelle, en fait. Hein? C'est ça, ça interpelle. Ça interpelle. Mais souvent, après, le côté, un peu surprise, qu'est-ce que c'est, l'enfant, il joue facilement le jeu aussi. Et du coup, je sais qu'il y a plein de fois où il y a des conversations de baragouins qui se mettent en place. Donc voilà, c'est des trucs, bizarrement, on se comprend quand même avec ce langage. Ça, c'est le baragouin, c'est un rire du yoga du rire. C'est un exercice de yoga du rire. Voilà. Donc voilà, dès qu'il y a cet extrait de rigolade et de rire, il ne faut pas hésiter, on continue à... Voilà, le comique de répétition, si vous voyez, ça rigole, mais allez-y, rajoutez-en, il n'y a pas de souci, et puis ça va vous faire du bien à tout le monde, en fait. Retrouver le chemin de votre enfance, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, d'aller reconnecter à
à moi enfant, qu'est-ce que j'aimais, comment je me sentais quand je jouais. Donc c'est vrai que c'est important d'aller vérifier se souvenir des jeux qu'on aimait. Et puis et le raconter aux enfants, parce que les enfants ils adorent aussi quand on raconte nos histoires de nous enfants. Oui. Jadis, on est très vieux. Autrefois. Ah, la préhistoire. C'est ça. Et du coup c'est vrai que moi je leur ai refait découvrir des jeux de société que je jouais moi petite, comme le labyrinthe ou le Milborn ou Acrobat. Enfin voilà, des jeux que j'ai retrouvés et qui existent encore. Et moi de leur partager ça, ça me revient le plaisir quand j'étais enfant, mais je suis heureuse aussi de leur transmettre ça, qu'on joue en famille et qu'eux aussi trouvent du plaisir à découvrir ces jeux. C'est un vrai échange. Alors, utiliser le jeu pour changer d'humeur, ouais, c'est un peu j'en parlais déjà tout à l'heure, mais voilà, le jeu pour moi, c'est vraiment une bonne stratégie pour changer d'humeur dans les moments difficiles. Quand on voit qu'il y a des tensions, des moments de frottement, etc., eh bien, voilà, on peut se dire que j'ai un plan de secours, si je modifie ma posture, tout va changer. Et notamment, voilà, je sais pas, je donne l'exemple d'une bataille d'oreiller. Moi, ça m'est arrivé plein de fois là. Je vois la tête de ma fille qui est en super colère et je vois que moi aussi ça vient me chatouiller là, que quand je la vois comme ça me crispe. Et au lieu de partir dans les paroles et qu'ils disent voilà que ça va pas être sympa, je propose la bataille d'oreiller ou le karaté chaussette par exemple. Le karaté chaussette, donc je disais, c'est un jeu de quatrième montée primaire. Ça se fait sur le lit parental, donc un grand lit. On se met tous sur le lit en chaussettes. Et le but du jeu, c'est un jeu de bagarre en fait. Il va falloir aller attraper les chaussettes des autres, se les mettre sur les pieds. Et tout en défendant ses chaussettes. Donc, le but du jeu, c'est d'être le dernier à arriver à récupérer toutes les chaussettes des autres. Ça faut avoir un grand lit. Hein. Ouais, moi j'ai un lit de place normale et ça va très bien. Mais c'est vrai que ce jeu-là, c'est un jeu qu'on fait souvent à la sortie de l'école, avant de se mettre au devoir, etc. Parce que c'est vraiment un moment de décharger les tensions et de se reconnecter. Comme je disais tout à l'heure, il y avait le contact physique aussi qui est important. Alors après une journée d'école, voilà, c'est une façon de remplir son réservoir d'amour aussi et de libérer les tensions. Voilà, c'est vraiment le carte des chaussettes, je l'utilise vraiment comme une carte magique. Oui, même la bataille d'oreiller, tout simple. La sixième clé, c'est observer. Moi, c'est une invitation vraiment là à observer ces enfants qui sont en train de jouer. Et voilà, et c'est de pouvoir voir au travers le jeu combien le potentiel de nos enfants, de les voir autrement. Donc là, je suis en mode comme je disais, méditation un peu pleine conscience. Voilà, qu'est-ce que ce temps peut m'offrir pour connaître davantage mon enfant. Oui, c'est pas forcément jouer avec eux, en tout cas, c'est apprendre à les observer aussi en train de jouer. Ouais. Alors, amusez-vous avec les tâches ennuyeuses. Eh bien oui, parce que, faut pas se leurrer, on a tous des tâches, des corvées à faire dans ce rythme trépidant. Et donc, oui, il y a le ménage à faire, il y a le repassage, il y a à faire à manger. Et toi, tu es en train de me demander de jouer avec toi, mais allô, comment je fais moi? Et donc, l'astuce que je peux vous donner, la clé que je peux vous donner, c'est de pouvoir partager ça avec ses enfants et de façon ludique. Alors, par exemple, moi, je sais qu'on aime bien pour ranger le linge, plier le linge. J'ai un jeu que j'aime bien et mon petit il aime bien. C'est le mémoire des chaussettes. Donc, je lui dis, allez, hop, il y a la bannière là. On va être celui qui récupère le plus vite des paires de chaussettes, par exemple. Et puis, voilà, et pour ranger sa chambre, on met une chanson de 5 minutes, par exemple, et pendant ce temps-là, il faut avant la fin de la chanson, il faut que la chambre soit rangée, par exemple. Ah oui, ça c'est un vrai défi quand même. Ouais, après tu choisis le temps de la chanson. Il faut ranger. Comment? Et il faut ranger. Parce que souvent, les enfants, si on leur dit pas ce qu'ils doivent faire, ils ont du mal dans le rangement. Parce qu'il y a ranger les livres, il y a ranger les objets qui sont par terre, il y a ranger les cartes. Alors oui, ça c'est quelque chose aussi que j'aborde aussi dans mes formations, mais effectivement, de dire ranger sa chambre, ça ne veut pas dire grand chose. Donc c'est vrai que c'est important de dire ce qu'on attend de l'enfant. Et donc effectivement, au lieu de dire range ta chambre, d'écrire ce qu'on veut clairement, et bien c'est important. Donc, par exemple, je veux que les livres soient sur la bibliothèque, que tes Legos soient dans les caisses rangées, que je ne vois plus rien par terre. Voilà, je décris à l'enfant ce que j'attends d'une chambre rangée. Toi, tu vas dire, mais t'as pas rangé ta chambre. Mais pour lui, si, j'ai rangé ma chambre. Bon, faut se mettre d'accord avec que ça soit clair pour chacun. Oui, ce que je voulais dire aussi, là, juste pour les tâches ennuyeuses, entre guillemets, mais voilà, par exemple, le moment de la cuisine est un moment aussi d'activité et de jeu privilégié. Donc, c'est vrai que de pouvoir voir aussi selon les enfants, mais je sais que moi, mon fils adore couper les légumes avec moi et faire des gâteaux. Et donc, moi, pendant que je prépare à manger, mais c'est aussi un moment partagé avec lui, et c'est important. Donc, adopter le jeu pour la coopération. Donc, c'est ce qu'on en parlait un peu donc pour les règles, les attentes des familles, là, pour par exemple le rangement. Mais oui, mais par exemple, c'est ça, pour le rangement, donc, à part la musique, on pourrait faire le jeu du Jacabi. Donc Jacabi a dit de mettre les livres dans la bibliothèque. Range tes Legos. Ah non, j'ai pas dit Jacabi. Bref, de le faire de façon un peu ludique, ça passe mieux. Est-ce que j'adore? Par exemple, le moment de la douche, c'est toujours, ou du lavage de dents, c'est toujours un moment compliqué. Je sais pas chez toi, mais. Ça va, c'est plus grand, ouais. Voilà. Mais alors, petit, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et alors, justement, quand ils sont petits, il faut s'appuyer sur ce qu'on disait un peu, les personnages, mettre la mise en scène. Et alors, ça, ce que j'adore, c'est jouer à Monsieur Loyal au cirque. Donc, faire leur toilette, il y a Monsieur Loyal qui va entrer en scène. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue! Aujourd'hui, exceptionnellement dans votre village, le cirque des chaussettes perdues est arrivé. Nous avons la chance et l'honneur de recevoir des artistes internationaux qui vont vous montrer et qui vont se défier encore plus devant vous. Est-ce que vous êtes prêts à voir le célèbre cracheur de dentifrice? Oui, bien sûr, mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir. Monsieur Théo est parmi nous. Il nous vient tout droit d'Allemagne et il a absolu de 10 mètres. Il a réussi à faire 10 mètres de crachat de dentifrice. Est-ce qu'aujourd'hui, devant vous, il va réussir à battre son record? Je vous demande vos encouragements.
Bon, on est d'accord. On met des caisses, mais une fois qu'on est parti, bah voilà, tu peux faire le spectacle pendant longtemps. Et puis voilà, il y a l'acrobate qui arrive à se coiffer sur une jambe, etc. On part dans des délires et quand on voit que l'enfant il accroche, et parce que souvent il accroche, notamment quand ils sont petits, et ben voilà, on a tout gagné. On a gagné parce qu'on a mis de la bonne humeur et à la fois, ben voilà, on a obtenu ce qu'on voulait. En tout cas, en tant que parent, c'est oser le faire aussi. Oser le faire, oser être créatif, oser parler comme ça. Et... La question du lâcher prise, ouais, c'est une vraie question. C'est le statut de parent autoritaire ou ferme, ou en tout cas être dans une autre mouvance. Ouais, alors moi ce que je dis toujours, c'est de tester. C'est toujours, voilà, oui, il y a cette notion de lâcher prise. Par contre, moi ce que je dis aussi, c'est que là on voit on fait le clown, etc. Est-ce que si je fais ça, j'aurai moins d'autorité sur mes enfants? C'est un peu ça aussi l'idée, c'est de se dire waouh, si je fais n'importe quoi là, alors que je lui ai demandé de se brosser les dents et s'il me voit faire Monsieur Loyal, quelle autorité je vais avoir? Et en fait, pour moi c'est une fausse question, parce qu'en fait l'enfant il fait très bien la différence, il fait très bien. Et justement la coopération, elle vient naturellement quand on est en empathie, quand il y a quelque chose qui, voilà, enfin voilà, et alors que c'est la règle, la loi, hein, enfin comment dire, le cadre qui est trop strict, l'ordre, enfin c'est un ordre, ça passe beaucoup moins bien que voilà, quand on est en empathie, clairement. Donc voilà. Donc moi, pour les je veux dire d'être un sceptique, enfin voilà, comment on dit, je sais plus, mais voilà, en tout cas, le message c'est il faut tester. Et que non, on ne perdra pas la face en se mettant en scène ou à faire l'idiot. Même devant notre conjoint. Même devant notre conjoint. Ouais, alors je vais vous donner l'autre petite astuce, une autre anecdote que j'aimais bien utiliser, qui fonctionne bien dans l'idée de, au lieu de rentrer en confrontation, perdre beaucoup de temps. J'ai utilisé ça quand mon fils il avait 3-4 ans, et qu'il détestait se lever, il traînait, il voulait pas s'habiller, ça paraît, c'est des plombs, il est 8 heures, il est encore au lit. Hein. Donc au lieu de encore dire les joies, il y en a marre, on est en retard. Hein. Ok, respiration. Je me transforme en loup, en mangeur je suis le mangeur de jambes. Alors le mangeur de jambes, il adore croquer les petites jambes. Et là, un bon pyjama que je mange, que j'attrape et que j'enlève. Et je fais la même chose, un bon petit ventre, hop là, on enlève le pyjama. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Je vais me régaler de ces deux jambes et je mets le pantalon et le slip. Enfin, le slip et le pantalon. Oh, bien sûr. Le mangeur de jambes fait une boulimie, il a vomi. Et alors ça, c'est voilà, on part dans des extrêmes et ça fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que là, on est parti dans le jeu, on a rigolé. Il y a toujours le contact physique comme ça. Et puis là, en 1 minute 30, 2 minutes, ouais, moi, mon garçon, il était habillé. Alors que j'aurais appelé 10 fois, mais les joueurs, on est en retard, habille-toi, là, crier de plus en plus parce qu'on n'est pas entendu. Voilà, là, ça m'a pris 2 minutes pour qu'au final, il soit habillé, qu'on soit prêt, et en plus, on a rigolé, on est dans une humeur voilà, plus joyeuse. Donc vraiment, voilà, l'idée. Alors, c'est des petits jeux qui, on dit oui, on peut pas faire ça tout le temps, mais en fait, il faut être créatif, mais finalement, les jeunes enfants, ils aiment aussi la répétition. Hein, on voit toujours, par exemple, on voit pour les livres, ou le dessin animé qu'ils veulent regarder 100 fois. Donc, moi, je sais que ce jeu-là, le mangeur de jambes, je l'ai fait plusieurs fois, il me le demandait. Mais après, ça reste une période aussi. C'est-à-dire que je sais que là, je l'ai fait pendant un temps, voilà, à 13 ans, après 4 ans. Aujourd'hui, on a 6. Il ne le demande plus, mais j'en ai plus besoin. Voilà, c'est aussi, faut être créatif ou pas, mais il y a un moment, faut se dire aussi que ça va passer, qu'il y a des phases, quoi. Donner la priorité au jeu. Et ouais, parce qu'en fait, on a vu que le jeu était super important, mais si on se donne pas, si on ne dit pas que c'est une priorité et que je prends ce temps, eh ben, on risque de le zapper, quoi. Donc moi, les petites astuces que je peux vous donner par rapport à ça, c'est reprenez l'exercice un peu tout à l'heure, et se dire qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime moi, parce que c'est ça qui est important. Si je dis ouais, j'aime pas jouer, bah ouais, mais peut-être que t'aimes pas jouer, peut-être que t'aimes danser ou chanter ou voilà, ou faire des pirouettes, j'en sais rien. Bref, de trouver toi ce qui te fait plaisir pour pouvoir mieux le transmettre à ses enfants. Donc là oui, on peut faire faire sa liste de jeux qu'on aime, et puis même quand ils sont un peu plus grands, on peut demander aux enfants qu'est-ce qu'ils aimeraient partager, voilà. Et planifiez-le, oui, c'est de le poser c'est de prévoir ce temps pour ça. Et alors, ce qui est important pour ça, parce qu'on dit ouais, planifier. Hein. En fait, je dis que on peut faire ça juste 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. 15 minutes par jour, je pense qu'on peut quand même les trouver. Mais il faut savoir que dans les 15 minutes qu'on va accorder à son enfant, c'est 1 heure, 2 heures de gagner sur le reste parce qu'au final, on a pris ces 15 minutes pour se connecter, pour rentrer en empathie, pour trouver du plaisir, pour vraiment donner de l'attention et de l'amour à son enfant. Derrière, les tâches voilà, on va le nourrir, ça va passer plus facilement. Et à ce moment-là, voilà, finalement, on gagne du temps voilà, en prenant ces 15 minutes. Et alors, c'était pas là que je voulais mettre, mais en tout cas, moi, je voulais donner une autre astuce. C'est le timer. Je l'ai pas là, mais on a le timer avec surtout du coup pour les plus jeunes. C'est le minuteur où on voit le rouge là, qui. Ouais. Et ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Ou des sabliers. Pour les jeunes enfants, c'est bien de donner un temps. Et pour le parent, c'est bien. Pour l'enfant, c'est bien. C'est-à-dire que moi, je sais que je dis, ok, là, comment je me sens maintenant là, je me sens pas de jouer. Bon, ben alors, on va prendre 10 minutes. Mais à ce moment-là, je décide que ces 10 minutes, je les consacre à mon enfant. Je mets le timer. L'enfant, il sait, il connaît la règle, il voit le temps qui défile. Et du coup, c'est un cadre sécurisant. Et pour l'enfant, et pour le parent. Donc vraiment, ça, l'outil du timer, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Voilà. Et quand tu dis consacrer, c'est vraiment consacrer ces 10 minutes-là. Donc, ça ne veut pas dire avoir la tête ailleurs en disant là, j'ai encore pas préparé à manger, j'ai fait ci, j'ai pas fait ça. C'est hyper important dans le temps, effectivement, de consacrer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est important, c'est de couper ça, de couper le téléphone, parce que ça, je vois bien, les enfants, ils le sentent hein, quand on n'est pas avec eux et qu'on dit, ok, ouais, je vais jouer avec toi, mais qu'en fait, je suis en train de répondre à la copine, le texto, le machin. Moi, plusieurs fois, mes enfants me font la remarque, non, mais maman, t'es là, avec nous, et ça les énerve. Parce que finalement, ce qui est important pour eux, c'est vraiment avoir un temps privilégié avec nous.
et leur montrer qu'on se consacre à eux. Et Surtout, c'est parmi les 5 langages, pour eux, leur langage de l'amour, c'est le temps privilégié, justement. exactement. Ouais, et donc, moi, je dirais mon mot de la fin, pour ceux qui sont encore sceptiques, et ben, ça serait de le tester, de tester un petit peu. Vous pouvez commencer par juste 2 minutes. Mettez votre timer 2 minutes. Bon, 2 minutes, ça peut. Mais si, on peut faire plein de choses en 2 minutes. Un jeu comme le karaté chaussette ou même le mangeur de jambes, j'en sais rien. Enfin, il y a un petit truc comme ça là, qui n'a pas besoin de règles. Eh bien, testez-le. Je dis juste un autre truc par rapport à ça, c'est qu'un jour, mon fils me demande de jouer au train. Tu sais, de construction là. Ouais. On voit le train à quoi, je n'ai pas trop envie. Je dis bon, allez, ok. Donc je donne un temps, ça me sécurise à moi et pour lui, c'est important. Ok, j'ai 10 minutes. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai pris le truc à la base, ça ne m'intéressait pas, mais j'ai pris du plaisir au final. Et il y a la notion d'observation. J'ai pu voir finalement aussi combien, en faisant les trains, eh bien, il y avait une intelligence spatiale, c'est-à-dire que voilà, au niveau de la 3D, le train il faut prendre tel rail pour que ça tourne et que ça passe en dessous du pont. Voilà, et de pouvoir l'observer, voilà, c'était un moment important aussi de dire, finalement, j'ai essayé, et puis j'ai découvert, finalement, j'ai trouvé du plaisir et j'ai découvert. On comprend du plaisir sur des jeux qu'on n'a pas fait. Moi, j'ai découvert, je prenais beaucoup de plaisir dans la construction de jeux. Tu sais, le petit jeu là où tout s'emboîte, avec les autres, tu construis. Et c'est sûr que quand les enfants reçoivent ça, ils ne savent pas construire forcément tout correctement. Et le faire avec eux, c'est vraiment un vrai plaisir. Ouais. Et par contre, parfois, ça dure 3 heures. C'est ça. 3 heures. Après, l'avantage du timer aussi, c'est que tu te donnes la règle, ok, j'ai 10 minutes. Toi, c'est sécurisé, mais après, bien sûr, finalement, si tu prends du plaisir et que t'es bien, tu continues, et puis voilà. Mais au moins, tu sais, voilà, t'as testé. Écoute, Farid, on a passé les 10 clés d'une parenthèse plus ludique. Et ce que j'ai envie de te proposer, là, si t'es OK, j'ai envie qu'on finisse par un jeu tout ensemble, si ça te dit. Ouais, ok, parfait. Vous savez, les statues musicales. Donc, ça, c'est un jeu super pratique à mettre, qu'on peut, sans matériel, à part la musique sur le téléphone. Et on peut le faire partout, tout le temps. Donc, tu vas voir. Voilà, Fabienne, je vais te proposer un petit jeu qui s'appelle les statues musicales et qui est un jeu que tu peux faire n'importe où, n'importe quand. Du moment que tu as un téléphone avec de la musique, voilà, c'est hyper bien, c'est un jeu qui bouge. Voilà, tu vois. Donc, je vais lancer de la musique. Et un peu comme le principe des chaises musicales, dès que je vais arriver à la musique, on fait statue. Ok. Et dès que la musique repart, on fait. Là, quand tu es en groupe avec tes enfants, voilà, éliminer si tu as bougé. Quoi. Ouais, ça marche bien en groupe aussi. Ouais. T'es prête, hein? Ouais, je suis prête. On dirait qu'il y a un temps de décalage, hein, mais ça. Bon, tu trouves que c'est bien de se mettre à danser là? Bon, même si on est sur je suis sur ma chaise, mais même sur le chat. Même moi, je peux là, ça va. Bon, bref, voilà. Voilà, je partage ça parce que c'est un truc que les parents ils peuvent faire ça super facilement et ça marche même dès tout petit, quoi. Enfin, voilà. À partir du moment où il fait marcher. Voilà. Comme avec les chaises musicales, mais sauf que là, on est en statue. C'est ça. Ok, écoute, merci à toi, Violaine. Alors, tu nous as préparé un petit cadeau aussi pour les auditeurs. Dis-nous un petit peu ce que c'est que ton cadeau. Ouais, alors mon cadeau, c'est un défi de 7 jours pour gagner du temps et de la complicité en famille. Donc, en vous inscrivant, là, vous allez recevoir tous les jours un atelier autour de l'éducation positive et donc des astuces et à la fois des jeux, des activités à faire, et ça pendant 7 jours. Voilà. Donc, il y aura le lien sous la conférence. Et puis, du coup, tu nous as préparé aussi un super atelier pour les parents suite à ta conférence. Donc, pour les parents et pour les enfants, du coup. Mais ouais, parce que du coup, donc l'atelier, c'est un petit manuel ludique de 20 jeux faciles à mettre en place sans matériel ou quasiment pas. Donc, vous allez avoir 4 activités manuelles, 4 jeux qui bougent, comme on vient de faire là, par exemple. Il y a 6 jeux nature. Donc, ça, c'est avec des choses qu'on va pouvoir aller fabriquer avec les éléments naturels. Et récupération. Comment? Des éléments naturels et de récupération. Tout à fait. Et donc 6 jeux sans matériel ou presque. Donc là, pareil, donc avec du matériel de récup. En fait, des gens qui coûtent pas cher en plus. Ah ben là, non, rien. Et ça permet d'avoir justement un panel de jeux vraiment simple, facile à mettre en place. Tout à fait. Donc avec ce petit manuel ludique là, des 20 jeux, vous avez aussi un petit guide sur les types de jeux qui sont adaptés à chaque âge. Ouais. Donc c'est vrai que c'est aussi bien pour les périodes de Noël ou de cadeaux d'anniversaire, c'est bien d'avoir ce petit guide pour se repérer aussi selon l'évolution des enfants, quel type de cadeau, quel type de jeu est adapté à quel âge. Voilà. En fonction du développement psychomoteur. Sur les jouets, c'est noté les tranches d'âge, mais avant d'avoir ce jeu, de voir, ah oui, tiens, plus de 36 mois, c'est bien d'aller voir les types de jeux qui sont adaptés. C'est-à-dire que par exemple, pour les bébés, les mobiles, etc., le hocher, et ensuite, plutôt 2-3 ans, il y a les engins qui roulent, on peut commencer à mettre donc, des trottinettes drésiennes. Voilà. C'est des types selon le développement. Voilà. Ok, donc un vrai complément. Voilà. Okay. Bah, écoute, merci à toi, merci en tout cas de ce temps ludique qu'on a parcouru avec toi. Et puis, écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de terminer cette conférence? Qu'est-ce que j'aurais Non, je vais répéter. Essayez, essayez et vous verrez. Et amusez-vous. Vous allez pouvoir retrouver sous cette conférence donc, le lien vers le coffret, vous retrouverez l'atelier de Violaine avec tous les autres ateliers des autres intervenants. Et puis vous retrouverez aussi le lien vers son cadeau sous la conférence, plus le lien vers son site, vers ses formations, vers ses réseaux sociaux. Et vous allez aussi retrouver un espace commentaire sous la conférence où vous pouvez mettre un petit commentaire par rapport à cette conférence. Mais vous pouvez aussi poser des questions à Violaine par rapport à ce qu'elle vient de vous livrer dans cette conférence, si vous voulez un complément. Et puis Violaine vous répondra par petite capsule vidéo suite à la conférence. Voilà, on vous mettra ça par mail ou sur Facebook. Voilà, merci à toi en tout cas, Violaine, merci de ce temps ludique. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve sur une autre conférence très vite. Merci de nous suivre en tout cas et merci beaucoup, Violaine. Merci à toi, Fabienne, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.